Bonsoir, merci d'être présents à ceux qui sont là dans la salle et à ceux qui nous suivent à distance par Zoom interposé. Et ce soir, c'est la première d'une série qui va nous entraîner jusqu'au mois de mai dans le cadre des conférences à la fois du cycle à Fondatio, qui est donc à l'Ermitage à l'autre côté de Versailles, en partenariat avec le Centre 8 ici ce soir. Et ces soirées qui auront lieu chaque mois, en principe le deuxième jeudi du mois, seront alternativement au Centre 8 ou à l'Ermitage. Et elles seront toujours visibles a posteriori sur vidéo et à distance par Zoom. Le thème qui nous intéresse pour l'ensemble de ce cycle, c'est évidemment le réchauffement climatique. C'est la grande question de notre temps, de dizaines d'années que nous avons devant nous, du siècle, on pourrait dire. Et je crois que la conscience que c'est une question urgente, nous l'avons tous. Mais je crois que ce que nous n'avons pas toujours à l'esprit, ou nous ne sommes pas toujours conscients, c'est l'ampleur des transformations qu'il va falloir opérer dans nos sociétés, surtout industrielles, pour faire face à ce besoin de réduire notre consommation de CO2. Et il va y avoir des décisions difficiles, une transition difficile. Nos décideurs, qu'ils soient financiers, industriels, politiques, vont avoir des décisions difficiles à prendre et on ne pourra les mettre en œuvre que si le public suit, apporte son soutien. Donc la conscience citoyenne, chacun de nous ici, compte pour essayer de faire avancer cette conscience citoyenne et apporter le soutien à tous nos décideurs. C'est ça l'objet de ce cycle de conférences. Comment est-ce qu'on peut mieux comprendre toutes ces problématiques? Comment est-ce qu'on peut mieux entrevoir et nous préparer à ces changements qui se profilent devant nous? Ce soir, nous avons donc un intervenant de haut niveau sur ces questions, M. Laurent Morel. Pardon? Très aimable. Ah non, je vous suis un petit peu dans vos activités. Vraiment, je vous remercie d'avoir pris une soirée pour intervenir ce soir. Et vous allez nous donner une introduction à ces questions de problématiques sur le climat, en vous appuyant évidemment sur votre engagement à la fois avec Carbone 4, qui est un conseil, un consulting qui aide les entreprises à décarboner leur activité. Donc, vous êtes vraiment au cœur de cette problématique. Et puis, par ailleurs, vous êtes administrateur du Shift Project. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un projet qui est en train d'élaborer un vaste plan de transformation de l'économie française pour décarboner l'économie. Et le grand mérite de ce Shift Project, c'est de chercher dans tous les domaines de l'activité de notre société quelles peuvent être les mesures concrètes, les propositions techniques valables qui pourront décarboner de 5% cette année, 5% l'année prochaine, et vous me disiez tout à l'heure de 25% les 5 premières années, 5% par an. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, les solutions techniques, les mesures qu'on peut prendre, elles existent, on les connaît. La nouvelle moins facile, c'est que pour les mettre en œuvre, il va falloir une volonté très forte, il va falloir se préparer mentalement à des évolutions, à des changements, à des adaptations. Ce soir, l'objectif n'est pas de rentrer dans le Shift Project et toutes ces propositions, ça pourra venir plus tard. Ce qu'on aimerait, c'est que M. Morel nous donne une meilleure compréhension de ces questions climatiques. Pourquoi est-ce qu'1,5 degré de réchauffement a un tel impact? Et donc, je crois que si on comprend ça, on comprend où l'effort devra être porté pour l'éviter. Et puis, la deuxième équation importante que j'espère entendre ce soir, c'est le lien entre l'énergie et l'économie. Parce que si on comprend ça, comme il faut décarboner l'énergie, ça va avoir un impact économique, donc social, etc. Et donc, ce soir, vous nous donnez des clés de compréhension qui, je pense, nous mettent dans la bonne perspective pour se dire, bon, maintenant, on a un peu mieux compris où il faut aller. Alors, dans votre carrière, on peut peut-être dire que vous avez été dans la direction de plusieurs entreprises, dans les locations de véhicules industriels, dans l'immobilier, notamment les centres commerciaux, dans la finance. Donc, vous avez déjà été dans beaucoup de domaines, mais maintenant, vous vous consacrez essentiellement à ces questions de réchauffement. Oui, merci. Alors, attendez, avant de donner la parole, la structure de la soirée, on va donner la parole à peu près 40 minutes à M. Morel. 30-40 minutes, 40 minutes, ça va. Ensuite, on sera en groupe, c'est-à-dire que vous allez vous tourner vers vos voisins et par 2 ou 3, on se donne 10 minutes pour réagir, dire à son voisin, tiens, voilà ce qui m'a frappé, et toi, et comme une façon d'être un petit peu participatif. Et puis, de cet échange, on pourra avoir vos questions, vos remarques. L'échange après, peut-être des questions, mais peut être aussi une contribution pour que la soirée soit vraiment un travail collectif. Et ceux qui sont à distance, ils seront mis de façon aléatoire également en groupe de 3 ou 4. Voilà.
Et après, on aura donc ce temps de questions, un mot de conclusion. On espère terminer au plus tard à 10 heures. Voilà, comme ça, vous avez une idée de la soirée. Maintenant, je vous donne la parole. Merci encore d'être là et on vous écoute. Merci de votre introduction. Donc, moi, Laurent Morel, donc, je suis versaillais. Voilà, et donc, je participer aux activités de cette paroisse. Voilà, donc moi, j'ai effectivement je suis ingénieur de formation, j'ai eu une carrière plutôt dans les activités financières, dans les activités financiarisées de l'économie, la location de véhicules. J'avais créé une société qui s'appelle Arval et qui loue des voitures de société. Peut-être que certains d'entre vous ont bénéficié de ces services. Et puis après, je me suis occupé de véhicules industriels et puis ensuite de centres commerciaux. Et donc, comme la gare Saint-Lazare, par exemple, que je vais refaire, le centre commercial de Val d'Europe ou d'autres choses comme ça. Voilà, il y a quelques années, j'ai pris un tournant dans ma carrière et donc je me consacre personnellement donc à cette activité de transformation de l'économie nécessaire pour tenir compte des nouveaux enjeux écologiques et des nouveaux enjeux sociétaux qui sont associés à cette redoutable transformation énergétique et climatique. Et voilà, donc j'ai plusieurs casquettes. Je suis donc associé d'un cabinet de conseil qui s'appelle Carbone 4, qui est le cabinet leader en matière de méthodologie, de mesure de l'empreinte carbone, et nous travaillons pour la presque totalité des grandes entreprises françaises pour les aider à mesurer leur empreinte et, ce faisant, mesurer les efforts qu'il leur faut faire pour se décarboner et pour contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, c'est une activité voilà, qui se développe, c'est une bonne chose. Je suis également donc, président de l'Institut français pour la performance du bâtiment, plus particulièrement qui s'occupe de promouvoir les meilleures pratiques de gestion des bâtiments, publics ou privés. Donc, nous travaillons sur les concours d'économie d'énergie dans les bâtiments, nous travaillons sur les meilleures pratiques de construction pour faire en sorte que la construction elle-même soit décarbonée. Voilà. Et puis, je suis également un des administrateurs et un des animateurs de The Shift Project, qui est un think tank dont la vocation, c'est de promouvoir dans toutes ses dimensions la transition. Comme vous l'avez dit très justement, la transition énergétique nous oblige à une refonte complète de la façon dont nous vivons ensemble, de nos sociétés, dont nous produisons, dont nous gouvernons, dont nous finançons. Et il faut que les particuliers, consommateurs, lecteurs… Oui, un peu plus fort. On va parler un peu plus fort. Voilà, donc la transition est une affaire collective et comme vous disiez très justement, il faut agir sur tous les leviers de la société pour amener à un niveau de conscience suffisant et permettre les choix, puisque les choix sont toujours des nouvelles contraintes et pour qu'elles soient acceptables et acceptées, il faut qu'il y ait un niveau de compréhension suffisant dans toutes les sphères de la société, les citoyens consommateurs, les entreprises, les pouvoirs publics, la finance. Voilà. Il faut se figurer que la transition, c'est un espèce de mécanisme avec des grands engrenages comme ça, le public, le privé, la finance, les entreprises, et que si un seul de ces engrenages n'avance pas, eh bien l'ensemble de la mécanique est grippée. Voilà. Donc il faut qu'on arrive à faire comprendre à tout le monde en même temps les enjeux, et c'est l'objet de cette présentation. Alors, je vous propose peut-être, pour commencer, quelques éléments de compréhension du réchauffement climatique lui-même. Alors, je vous dis tout de suite, je ne suis pas un chercheur, je ne suis pas un climatologue. Il y en a de très réputés, notamment des Français, qui… alors, attendez, si je veux faire en même temps l'autre… C'est Benoît qui fait, d'accord. Alors, voilà. Donc là, on va essayer en quelques mots de vous faire quelques rappels sur la nature du réchauffement climatique lui-même, sur le fait qu'il est d'origine humaine. Vous savez qu'il y a eu de longs débats, que pendant très longtemps, les gens se sont déchirés pour savoir si ce réchauffement climatique était dû à l'activité humaine ou pas, et il y a eu la fondation de
cette institution internationale qui s'appelle le GIEC, qui rassemble depuis plus de 10 ans maintenant toutes les autorités scientifiques en la matière et qui compile depuis longtemps donc tous les travaux scientifiques sur le sujet. Et vous savez qu'année après année, eh bien, on récupère des données, des démonstrations du fait que oui, il y a un réchauffement climatique, oui, il est de nature, il est lié à l'activité humaine de ces 120 dernières années. Voilà. Donc on va essayer, je ne vous fais pas une démonstration à ce stade-là, les concepts scientifiques sont évidemment beaucoup trop compliqués, y compris pour moi. Simplement, je vous rappelle là les conclusions de ce que disent les scientifiques et qui font aujourd'hui, on peut le dire, très largement consensus. Je vous dirai peut-être un tout petit peu pourquoi. Alors l'effet de serre, le fameux effet de serre, eh bien c'est une caricature. Vous avez là, non pas une schématisation, mais presque une caricature. Vous le savez, c'est le principe que la Terre se réchauffe du fait de... Enfin, la Terre reçoit une énergie considérable du Soleil, hein, et qu'une partie de ces rayonnements est renvoyée vers l'extérieur. Ça, c'est le cycle naturel. Hein, donc, il y a normalement une partie significative des rayonnements solaires qui arrivent sur la Terre qui repartent. Et l'augmentation de la densité de CO2 dans l'atmosphère provoque une moindre réflexion des rayons solaires. C'est exactement comme ça que ça se passe, une moindre réflexion. Alors, ce n'est pas le schéma qui est là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une couche de nuages de CO2, en vérité, qui arrêterait le rayonnement du solaire. C'est plus exactement une densité de CO2 et d'autres gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui ralentit l'expression, si je puis dire, de ces rayonnements vers l'espace. Alors, les gaz à effet de serre, quels sont-ils? Alors, on parle beaucoup du dioxyde de carbone, le CO2, hein, qui est un gaz parfaitement naturel et ce qui n'est pas du tout un poison. Hein, donc, quelquefois, on parle de pollution en matière d'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. C'est une hérésie. Le CO2, il est à l'état naturel dans l'atmosphère et ce n'est pas du tout un poison. On le respire, vous le respirez. C'est quelque chose d'extrêmement naturel et d'extrêmement utile puisque le CO2, il sert à la photosynthèse. Et voilà. Donc, on le verra tout à l'heure. Le problème de l'activité humaine, ça n'est pas de diffuser des poisons, c'est de créer des déséquilibres. Et donc, ce dont on parle, c'est des déséquilibres de processus qui, par ailleurs, sont parfaitement naturels. Donc, l'existence de CO2 dans l'atmosphère, il est parfaitement naturel. Ce n'est pas un poison, mais c'est simplement qu'on en augmente la densité artificiellement du fait de l'activité humaine. Il y a un autre gaz à effet de serre qui est moins connu, mais qui est assez violent, qui s'appelle le méthane, CH4, qui lui aussi connaît une... Alors, il reste dans l'atmosphère moins longtemps que le CO2. Le CO2, une fois qu'on l'a émis, il reste dans l'atmosphère pendant 10 000 ans. Donc, il est extrêmement stable. Le méthane, moins longtemps, mais il a un pouvoir de rétention des rayonnements bien supérieur au CO2. Donc, il est important en matière de réchauffement. Et alors, le méthane, vous le savez, il contribue au réchauffement de façon significative, hein, puisque voilà, c'est 23 fois plus que le CO2. Et l'origine de la surabondance du méthane du fait de l'activité humaine, c'est essentiellement deux choses. C'est les fuites de gaz, de méthane, du fait des activités d'extraction pétrolière et gazière. Hein, il y a des fuites absolument partout. C'est un énorme problème. Et d'autre part, vous le savez aussi peut-être, c'est assez universellement connu et ça fait l'objet de pas mal de polémiques, les émissions de méthane, elles viennent de l'activité agricole. Hein, par exemple, l'élevage, les ruminants produisent énormément de méthane et c'est pour ça que la viande rouge est réputée fortement, augmente l'empreinte CO2 de l'alimentation de façon très significative. Et puis, vous avez par exemple des activités comme les rizières, hein, sont extrêmement émettrices de CO2. Parce que là, il y a une activité de fermentation dans les rizières qui produit du méthane de façon considérable. Voilà, donc, l'un dans l'autre, les activités humaines donc, augmentent les gaz à effet de serre. Et donc, on parle de,
verrez ce terme de CO2 EQ, CO2 équivalent. Donc, on parle de tonnes CO2 équivalent, puisque ce sont des tonnes de CO2 ou des tonnes de méthane, donc qui valent 23 tonnes de CO2. Voilà un petit peu les ordres de grandeur et de quoi on parle. Alors, je vous disais tout à l'heure, là je crois qu'il faut qu'on change de… Voilà. Le CO2, ou plus exactement le carbone, c'est quelque chose de parfaitement naturel. Il existe à l'état latent et naturel, et dans toutes les sphères de notre planète. Et le carbone lui-même, le cycle du carbone, est quelque chose de parfaitement naturel, et c'est même, nous sommes nous-mêmes des organismes complètement composés de carbone, c'est la nature même de la vie est composée de chaînes carbonées. Donc, si on regarde un petit peu à quels endroits se trouve le carbone, il y en a bien sûr dans la biosphère, dans toute la vie à la surface de la Terre, il y en a dans les sols sous forme de racines, il y en a dans l'atmosphère sous forme de CO2, on l'a vu tout à l'heure, il y en a dans l'océan sous forme de CO2 dilué, et il y en a dans le sous-sol sous forme d'hydrocarbures. Donc, les hydrocarbures sont des chaînes carbonées qui ont été captées il y a 300 ou 400 millions d'années à peu près, à partir de végétaux qui sont devenus le charbon. Donc ça, c'est le plus classique, et à partir de planctons marins qui sont devenus le pétrole. Donc, ce sont deux sources différentes, ou des gaz. Voilà. Et donc, quand on regarde les cycles, donc les cycles existent. Vous voyez que de façon très lente, ce sont les flèches en pointillé qui descendent de sol vers sous-sol ou de océan vers sous-sol. Ce sont les processus de fossilisation du carbone, de captation définitive du carbone dans les sous-sols. Donc, c'est des processus extrêmement lents, plusieurs millions d'années, pour parvenir à convertir une chaîne carbonée vivante en déchets carbonés, puis, à force de pression et de transformation tellurique, devenir des fossiles, des hydrocarbures fossiles. Donc, je vous disais tout à l'heure, ce processus s'est déroulé entre il y a moins de 350 millions d'années et 50 millions d'années à peu près. Ça, les scientifiques sont à peu près clairs là-dessus. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, juste pour introduire le sujet de la consommation humaine, en 100 ans, 120 ans de consommation d'hydrocarbures, on estime que nous avons consommé, enfin l'humanité a à peu près surconsommé 100 millions d'années d'accumulation de carbone sous forme de fossiles. 100 millions d'années d'accumulation de fossiles d'une part, 120 ans de consommation. Juste pour introduire le sujet suivant, donc, il ne s'agit pas de se culpabiliser avec ça, il s'agit juste de prendre conscience des ordres de grandeur, des déséquilibres que l'activité humaine, depuis 150 ans, a généré. On peut le dire à juste titre, on le verra tout à l'heure, parce que ça a été une période d'incroyable enrichissement. Mais enfin, voilà. Donc, vous voyez que les cycles naturels de capitalisation du carbone sous forme d'hydrocarbures existent, mais sont très lents. Alors, il y a des cycles beaucoup plus rapides, qui sont les cycles entre l'atmosphère et la biosphère. Donc, ceux-là, ils sont très bien connus. La photosynthèse. Donc ça, c'est la façon qu'ont les organismes vivants végétaux sur notre planète de capter le CO2. C'est celle qu'on connaît tous, parce qu'on a tous fait des sciences nat, et c'est ce qu'on nous a appris. Et donc, ça, c'est le plus naturel. Alors, il faut savoir qu'en mode normal, il y a à peu près autant de CO2 qui est émis par le sol que de CO2 qui est capté, 440 milliards de tonnes annuelles. Ça, c'est le mode normal. Voilà. Donc, pourquoi? Parce qu'à la fin de la vie d'un végétal, il pourrit, il tombe par terre, y compris un arbre, et le CO2 se redégage. Donc, c'est le changement du gaz des sols et fin de vie des végétaux, c'est la flèche qui monte, qui remonte vers l'atmosphère. Donc, ce cycle-là, photosynthèse d'une part, et donc évacuation sous forme
sous forme de pourrissement des végétaux, c'est le cycle naturel. Voilà. Donc, et en rythme normal, c'est équilibré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de… C'est très largement équilibré. Donc, il n'y a pas un déficit ou un bénéfice au profit de la photosynthèse. Il y a une autre flèche qui est intéressante, qui est celle de la dilution du CO2 dans les océans. C'est-à-dire qu'une partie du CO2 qui est dans l'atmosphère, notamment quand il est en excès, va se dissoudre dans les océans et provoquer une augmentation de l'acidité moyenne des océans. Donc là aussi, c'est une affaire d'équilibre. Voilà, ce qui se passe dans l'activité humaine, c'est qu'on va venir déséquilibrer les cycles existants. Je vous ai tout à l'heure, les échanges entre la biosphère et l'atmosphère, c'est 440 milliards de tonnes annuelles. Il y en a 330 milliards également entre les océans et l'atmosphère de façon régulière. Eh bien, l'activité humaine, c'est l'augmentation, c'est un léger déséquilibre de 34 milliards de tonnes pour ce qui est de la combustion des fossiles et de 6 milliards de tonnes pour ce qui est du changement des gaz des sols, c'est-à-dire le fait qu'on supprime de la forêt. Le tout, ça fait 40 milliards de tonnes de CO2 qui sont évacuées dans l'atmosphère, en plus du cycle naturel de 440 milliards de tonnes dont je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez que l'activité humaine, elle ne vient pas… Elle n'est pas… Comment dire, elle vient simplement créer un déséquilibre de 10% de l'activité naturelle. Retenez ce chiffre, 10%. Alors on est capable, nous les humains, les 7 milliards d'humains qui sont sur la planète, de transformer de façon régulière un cycle naturel en un cycle augmenté de 10%. Et c'est ce déséquilibre de 10% qui génère tous les problèmes dont on va parler plus tard. Donc, ça n'est que 10%, mais c'est quand même beaucoup. Alors, vous voyez que l'augmentation de la quantité de CO2 de 10% par an du fait de la combustion des fossiles, la combustion des fossiles, vous avez compris ce que c'est, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est l'ensemble de tous les fossiles qu'on brûle, bois, charbon, gaz, pétrole, qu'on brûle, soit pour se chauffer, soit pour fabriquer de la vapeur, et avec cette vapeur, faire tourner des machines qui font de l'électricité, qui font tourner des usines. Bon. Donc, cette activité humaine, 40 gigatonnes supplémentaires de CO2 qui vient dans l'atmosphère. Donc, comme il y a une plus grande quantité de CO2 dans l'atmosphère, eh bien, il y a une pression nouvelle qui se crée vis-à-vis des autres environnements. Et donc, c'est vrai que ça augmente la photosynthèse. Donc, vous voyez que, comme il y a plus de CO2 dans l'atmosphère, il y a 12 gigatonnes qui, en excès, qui viennent, ça augmente la capacité des végétaux, ça produit plus de végétaux. Enfin, voilà. Et puis, ça augmente aussi, la dissolution du CO2 dans les océans de 9 gigatonnes par an. Voilà. Donc, il y a plus 40 d'un côté et moins 21 de l'autre. Donc, au total, net, à la fin de ce cycle, et tous les ans, on a rajouté 20 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Et là, cette fois-ci, il y est resté. Donc, et c'est cette accumulation de ces 20 milliards de tonnes. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le CO2, c'est un oxyde extrêmement stable. Et une fois qu'on l'a fabriqué, il est très difficile, sauf à force de beaucoup d'énergie, de le redécomposer en oxygène et en carbone. Et donc, il reste stable dans l'atmosphère. Et donc, il reste pour au moins 10 000 ans dans l'atmosphère. Donc, une fois qu'on a expulsé ces 19 gigatonnes supplémentaires dans l'atmosphère, eh bien, ils y sont, ils y restent et ils s'accumulent. Voilà pour le schéma. Alors, les concentrations de CO2 dans l'atmosphère. Donc, je dirais que le schéma précédent, c'était le schéma théorique, mais qui est connu depuis très longtemps, à vrai dire. C'est-à-dire que dès la fin du 19e siècle, il y a tout un tas de scientifiques, français d'ailleurs, qui avaient dit, oui, mais c'est très bien, le charbon, tout ça, mais le CO2 qui est émis, il va rester dans l'atmosphère. Et un jour, ça provoquera une augmentation de l'effet de serre. Et donc, un réchauffement de la planète. Donc, ces choses-là sont parfaitement connues, enfin, scientifiquement démontrées. Simplement, on sait ce que c'est la science, et tant qu'on n'a pas la démonstration, on a une théorie, et puis
il faut que les expériences démontrent cette théorie. Et ce qui est en train de se passer, le changement que nous vivons depuis quelques années, c'est que les théories sont vérifiées, malheureusement. Et donc, voilà, ce qu'on constate, c'est une augmentation du taux de CO2 dans l'atmosphère. Donc, on a des instruments de mesure pour le faire. Donc, vous voyez sur le schéma de gauche la concentration de CO2 dans l'atmosphère qui était aux alentours de 250 à 300 parties par million dans l'atmosphère pendant très longtemps. Alors, comment on sait? Vous allez me dire, on n'avait pas d'instrument de mesure au Moyen-Âge. Mais là, pour le coup, on a des systèmes par carottage dans l'Antarctique de mesure des concentrations qui existaient dans l'atmosphère à l'époque. Donc, on a un très bon historique des quantités de CO2 qui existaient à l'époque. Et donc, vous voyez, on a des mesures extra, on a de l'archéophysique, si je puis dire, je ne sais plus comment on dit, qui permettent de savoir exactement quel était le taux de CO2 dans l'atmosphère pendant très longtemps. Et puis, vous voyez, à partir de 1800, 1900, ben voilà, on se met tout d'abord à extraire du charbon, parce qu'on trouve que c'est formidable. On y reviendra tout à l'heure. Et puis voilà, puis on en consomme de plus en plus. C'est vrai, une augmentation absolument exponentielle de la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Première indication très, très réelle de l'augmentation du taux de CO2 dans l'atmosphère. Donc, on a une démonstration qu'effectivement, l'activité humaine augmente le taux de CO2 dans l'atmosphère et qui ne retourne pas par un excès de photosynthèse augmenté entièrement dans le sol. Donc, effectivement, en net, on a une augmentation. L'autre chose qui est intéressante aussi, c'est la mesure des températures moyennes. Alors, vous allez dire, la température de la planète, c'est quoi? Alors, c'est un calcul très sioux de moyenne de température. Et vous voyez que, alors là aussi, on a, peut-être certains d'entre vous connaissent ça, moi je ne le connais pas très bien, mais j'ai compris qu'on avait une mesure des températures, notamment beaucoup plus précise de la température moyenne des océans, depuis en gros la fin depuis les années 2000. Et donc, on a une mesure extrêmement précise de l'augmentation de la température des océans. Donc voilà, la température a augmenté, la température moyenne de la planète a augmenté de 1,25 degrés depuis le début de l'ère industrielle, à cause de cette augmentation de l'effet de serre. Alors pourquoi je dis à cause? Parce que, vous voyez, là, quand vous êtes physicien et que vous voyez une augmentation comme celle qu'on vit à partir de 1980 de la température, là, voilà, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène c'est plus un phénomène naturel. Vous avez un TP de physique, puis vous voyez que la courbe tout d'un coup se met à bouger avec une pente très très supérieure à ce qu'on avait auparavant. Vous avez une indication très claire qu'il est en train de se passer un phénomène non naturel. Voilà. Donc, l'augmentation de la température de ces dernières années est une des manifestations observables d'une transformation fondamentale des équilibres écologiques. Donc, 1,25 degrés, en gros, de plus qu'à l'époque pré-industrielle, c'est-à-dire actuellement 0,10 degrés tous les 10 ans. C'est le rythme auquel on est, la température moyenne. Voilà les observations qu'on a. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, une augmentation d'1,25 degré? Et vous avez compris que la préoccupation centrale des scientifiques du GIEC, dont ils font à chaque fois une grande publicité, c'est de savoir si oui ou non on va être capable de maintenir cette augmentation de température due à l'activité humaine, maintenir l'augmentation en dessous de 2 degrés. Alors, si possible, 1,5, mais on sait qu'on n'y arrivera pas parce qu'on est déjà à 25. Et donc, il y a tout un tas de spéculations qui se font sur le fait de savoir si on sera à 2 degrés, à 3 degrés, 3 degrés et demi. Et on sait que si on ne fait rien, on est à 5 degrés en 2100, sur ce rythme-là. Alors, 5 degrés, vous allez me dire, bon, finalement, il fera plus chaud. Voilà. D'abord, c'est une température moyenne. En vérité, l'augmentation de 1,25 degrés sur l'ensemble de la planète, elle s'est traduite déjà par des augmentations beaucoup plus importantes, par exemple, au pôle, de l'ordre de plus 5, plus 6. Il faisait 20 degrés, je crois, au pôle Nord, là, il n'y a pas très longtemps. Donc, 1 degré.
Donc, autant vous dire que là, la banquise, à ce rythme-là, elle se décompose assez rapidement. Donc, cette augmentation de température est une augmentation de température moyenne. C'est une mesure un petit peu générale pour se faire comprendre. Mais bon, admettons. Donc, 1 degré d'augmentation, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, et 5 degrés, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, quand on regarde l'histoire de notre continent, juste pour se figurer ce que veut dire 5 degrés, on peut regarder sur le passé. Et c'est un passé relativement récent, puisqu'il y a 20 000 ans, la température moyenne de la planète, et ça aussi on le sait par les travaux qu'on fait sur les glaces, eh bien, elle était de 5 degrés inférieure à ce qu'on connaît aujourd'hui, 5 degrés. Donc, il y avait déjà des humains qui vivaient en Europe. Alors, vous voyez que c'était quand même moyennement confortable parce que, alors, s'il y a une bonne nouvelle, c'est que donc le niveau de l'eau de la mer était 120 mètres plus bas, et donc il n'y aurait pas eu de Brexit parce que, voilà, vous voyez qu'il n'y a pas de Manche. Bon, il n'y aurait pas eu de Brexit non plus parce que les 3/4 des îles britanniques sont couvertes par un immense glacier, donc il n'y aurait pas eu de problème de Brexit. Enfin, vraiment, là, le problème de Brexit est difficilement résolu. Il n'y a plus de Manche, il n'y a plus de Britanniques. Donc, voilà, mais au-delà de ça, l'essentiel de l'Europe, c'est une espèce de grande toundra sibérienne. Les seuls endroits à peu près vivables, c'est la Côte d'Azur. Ça n'a pas changé. C'est d'ailleurs là qu'on retrouve, le sud de la France, on retrouve toutes ces grottes. Donc, l'essentiel de la population européenne, on estime à l'époque qu'il y a de quoi faire vivre à peu près 5 à 600 000 individus sur le territoire européen, en gros. Certes, pas avec le même niveau de civilisation qu'on connaît, mais il y a très peu de surface vivable. Alors, l'humanité est réduite à sa plus simple expression. Voilà, et donc effectivement, 20 000 ans plus tard, c'est quand même très court, 20 000 ans, 5 degrés de plus, voilà, on est en Europe, on est capable d'héberger 700 millions d'habitants, et en fait, on a les moyens d'en faire vivre 1 ou 2 milliards. Donc, voilà, donc les conditions d'exploitation et de vie en Europe sont radicalement changées par le climat. Voilà ce que ça veut dire 5 degrés de transformation. Donc la question, évidemment, c'est que 5 degrés de plus, vous m'avez compris, alors on projette, et voilà, et c'est là qu'on prend conscience que 5 degrés, c'est des changements absolument fondamentaux de l'ensemble des conditions de vie sur notre planète. Et donc, du coup, la transformation ne se limite pas au changement de température. De façon générale, l'augmentation de la température, il faut comprendre que c'est une augmentation du niveau d'énergie général embarqué dans les éléments de la biosphère. C'est pour ça qu'on parle d'augmentation des risques catastrophiques, des événements climatiques, des typhons. Le niveau d'énergie globalement embarqué dans les océans de l'atmosphère est très supérieur et donc génère tous ces désordres, et ça ne veut faire qu'embellir et augmenter. Et puis par ailleurs, effectivement, ce sont des territoires, l'eau envahit tout un tas de territoires, il y a tout un tas de territoires qui étaient vivables qui ne le sont plus. Donc les Hollandais nous expliquent qu'ils ont tout prévu, mais moi je doute un peu. On s'est déjà engagé, vous le savez, donc à Miami, la promotion immobilière fait rage sur les quelques montagnes qui restent. Et puis les prix s'effondrent maintenant aujourd'hui en bord de mer. Donc voilà, c'est déjà engagé. Voilà. Et puis évidemment, l'augmentation de la température, c'est beaucoup de désordres de toutes sortes. Ça, je suis désolé, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais c'est évidemment des nouvelles formes de maladies, c'est des conditions de vie pour les végétaux qui sont très différents. La forêt française telle qu'elle est aujourd'hui, il y a de fortes chances qu'elle disparaisse. Ça ne veut pas dire que les chênes que nous avons dans la région, il y a de fortes chances qu'ils ne puissent plus survivre dans quelques années, donc il faudra les changer par d'autres essences. On est déjà engagé dans une transformation de la température, des augmentations de la température qui va changer radicalement donc les conditions de vie de l'ensemble des organismes vivants, et donc notre propre vie. Donc ce qui inquiète le plus, au fond, pour nous, Européens, ce qui inquiète le plus en termes de conséquences, ce ne sont pas les conséquences directes
température du changement climatique, parce que la France est un pays tempéré, peut se permettre, sur le papier, d'avoir une température moyenne supérieure de 5%, de 5 degrés. Pardon, hein. Donc aujourd'hui, moi je connais des gens dans les travaux publics, dans une grande société de construction qui a son siège pas très loin d'ici, eh bien les ingénieurs, ils vont à Séville aujourd'hui pour voir comment on construit les bâtiments. Parce qu'ils se disent, voilà, dans quelques temps, il faudra construire. On dit, ils sont allés voir, c'est quoi les registres de construction. Donc, on sait faire, on sait s'adapter. Sur notre territoire, en France, rassurez-vous, on n'aura pas de conséquences cataclysmiques directes du réchauffement climatique. Mais on n'est pas tout seul. Hein, et voilà. Et donc, il faut se figurer ce que ce changement de température va avoir comme conséquence beaucoup plus importante sur tout un tas de pays qui nous entourent et avec lesquels nous avons des liens, que nous voulions ou non. Hein. Et donc, là, on le sait très bien, notamment sur la ceinture méditerranéenne, le changement climatique, c'est une série de catastrophes annoncées absolument considérables. Je ne parle que de ce périmètre immédiat de l'Europe, avec donc des problèmes de météo extrême, une réduction terrible des ressources de la pêche, des ressources de l'agriculture. Certains disent que les révoltes arabes du printemps arabe sont dues aux premiers signes de baisse des rendements agricoles très brutaux qui ont précédé ces événements. C'est une interprétation, mais en tout cas, il est certain que le réchauffement climatique va frapper très durement ces pays et dans un horizon extrêmement proche. Voilà. Et donc, comme ils sont à côté de chez nous et que notre destin est lié, que nous voulons à ces pays qui nous sont proches par tous les aspects, eh bien, ce qui va se passer, c'est que voilà, ces gens-là vont toquer à la porte et vont dire on fait quoi, hein, donc, et là, ça devient notre problème aussi. Hein, donc, voilà. Donc, il y a le premier effet de la transformation climatique sur nos pays. Ce sont les effets de bord, si je puis dire, les effets de catastrophes terribles à nos frontières qui vont avoir des impacts sur notre sécurité, sur notre vie et sur le fait qu'on s'occupe de nos voisins immédiats. Voilà pour la description des joyeusetés qui nous attendent. Donc voilà, tous ces éléments-là, encore une fois, que je viens de décrire, ne sont que la description des rapports du GIEC. Vous savez qu'il y a eu un dernier rapport du GIEC sur ces sujets-là. Vous pouvez vous y intéresser, bien entendu. Il y a des exécutifs summary qui font déjà quelques centaines de pages. Je vous les recommande. Voilà. Mais encore une fois, ces choses-là sont maintenant largement documentées, acceptées. Je ne ferai pas le débat aujourd'hui de la véracité du changement climatique, mais voilà. On peut toujours encore en discuter, mais sachez que voilà, ce que j'ai voulu vous livrer là, ce sont les éléments concrets, affichés, définitifs, publiés par le GIEC. Alors, pour sortir de cette, en tout cas pour limiter cette catastrophe et pour limiter les effets du changement climatique à seulement une augmentation de 2 degrés par rapport à la période pré-industrielle, eh bien, il faut réduire les émissions de CO2. Il faut passer de 19 milliards de tonnes, vous vous souvenez, net par an, à 18, puis à 17, etc. C'est une affaire globale, c'est l'ensemble du monde, mais voilà, il faut que... Alors, vous voyez qu'on est assez mal parti pour le faire, parce qu'on n'en prend pas le chemin, puisque depuis le début de l'ère industrielle, on ne fait qu'augmenter tous les ans la quantité de CO2 qu'on émet, avec une accélération depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Vous voyez les courbes là. En 2000, on avait déjà compris qu'il y avait un problème de changement climatique. Et là, si on s'y était mis tout de suite, vous voyez la courbe verte, voilà, il fallait, en réduisant 2% par an nos émissions, eh bien, on avait cette courbe qui nous permettait de maintenir le total d'émissions à venir sous un seuil qui nous permettait de rester à 2 degrés. Comme on ne l'a pas fait, on se retrouve à 40 milliards de tonnes par an en 2020, avec toute cette partie
cette surface accumulée supplémentaire. Donc, on a un moins grand droit à consommer pour les années qui viennent. Et là, idéalement, c'est plus de 2% par an qu'il faudrait faire, mais 5%. Ça, c'est la courbe rouge. Voilà. Et puis, si on ne fait rien, ça sera 7%, voilà, et puis ça deviendra juste infaisable. Et on aura le cumul des problèmes et des réductions drastiques à faire. Voilà. Donc, c'est là quand même qu'on a un problème d'urgence, et d'urgence qui est mal adressé collectivement, puisqu'en fait, le problème est connu depuis 20 ans. Et depuis 20 ans, on fait ses graphes. Et depuis 20 ans, on attend l'année d'après, la COP d'après. On a toujours du mal à se mettre en marche. On a toujours du mal à transformer nos sociétés, collectivement et individuellement, pour engager ces réductions d'abord de 2%, puis maintenant de 5%, et demain de combien? Alors, voilà. Alors, la question pourquoi est-ce qu'on a du mal? Pourquoi c'est si compliqué de réduire notre dépendance aux énergies fossiles? Et donc là, c'est un peu une deuxième approche. Là, qu'on va sortir des recommandations du GIEC, et on va peut-être essayer de raisonner un tout petit peu sur ce fameux lien énergie-PIB, énergie-richesse, vous donner quelques clés de réflexion. Alors, d'où ce slide un peu cabalistique. Donc, c'est juste une introduction au sujet, hein, mais disons qu'il faut comprendre, pour ceux qui ont quelques notions de physique, que l'énergie, c'est un concept difficile à comprendre, hein, fondamentalement, mais en gros, du point de vue pratico-pratique, l'énergie, c'est ce qui permet de transformer la matière, pour faire simple. Enfin, en tout cas, vu du consommateur, c'est ce qui permet de transformer la matière. Donc, les sources d'énergie qu'on va aller chercher, qui peuvent être du pétrole, de l'hydroélectricité, les sources primaires, hein, du charbon, elles permettent, une fois transformées dans des convertisseurs d'énergie, de convertisseurs de ressources en énergie, elles permettent de s'approprier cette énergie pour transformer de la matière et pour fabriquer des choses dont on a envie ou besoin ou envie. Voilà. Mais disons qu'avant 1800, c'est beaucoup des choses dont on a besoin. Hein, et que donc, l'essentiel de l'énergie, elle sert, vous voyez, avant 1800, elle sert à nourrir les gens et à construire un peu des maisons. Et alors, l'énergie, à cette époque-là, c'est d'abord l'énergie humaine, d'abord et avant tout, humaine ou animale, on va dire. Hein, donc, l'essentiel de l'énergie à l'époque, c'est la force physique des travailleurs. Donc, la source d'énergie, c'est l'alimentation, et puis, ou l'alimentation des bêtes. Et avec ça, on a un petit peu de force physique pour faire des choses, pour construire des objets, pour soigner des gens, etc. Alors, on a des ENR à l'époque. Hein. On a des moulins à vent, ça marche très bien. Voilà, mais globalement, on a des moulins à eau, on a des moulins à vent, alors on se chauffe aussi avec du bois, donc ça aussi, ça fait un peu de chaleur. On transforme certains matériaux dans des forges qui brûlent du bois. Mais enfin, globalement, disons qu'on a surtout la force humaine et animale pour se nourrir et produire tout ce dont on a besoin. Et voilà, et depuis, donc ça vaut un Superman, vous voyez, donc rapporté à l'énergie qu'on développe. C'est une personne avec un petit peu d'aide, des moulins à vent, des bêtes, ça fait un Superman, un peu de force, voilà, par personne. Voilà. Et puis depuis 1800, là c'est une statistique mondiale, eh bien on a découvert un truc invraisemblable, une source d'énergie inépuisable, ce sont les fossiles. Parce que les fossiles, c'est de l'énergie, ce sont des millions d'années d'énergie solaire accumulées sous forme de chaînes carbonées par la photosynthèse, patiemment capitalisées par la Terre dans les sous-sols, et puis tout d'un coup, on a tapé là-dedans, et alors là, c'est parti, on a trouvé cette source d'énergie invraisemblable, infiniment disponible, et avec laquelle on se chauffe, et puis on fait tourner des machines, soit en chauffant de l'eau pour faire tourner des turbines, soit directement avec des moteurs à combustion interne. Voilà.
Et donc, on a des pelles mécaniques, des camions, des tracteurs, dans tous les domaines de la vie, des machines qui nous permettent de construire ce bâtiment. Tous les bâtiments, regardez autour de vous, tous les bâtiments que nous avons ont été construits dans le XXe siècle, ils sont tous à base d'énergie carbonée. Les trains qui nous transportent, les voitures qui nous transportent, l'alimentation infiniment disponible qui est la nôtre, elle est issue d'un niveau de productivité agricole évidemment jamais connu. Et ça, c'est grâce à la mécanisation et à la surexploitation des intrants phytosanitaires et d'engrais, voilà, qui sont eux aussi extrêmement carbonés dans leur chaîne de fabrication. Bon, globalement, si on fait la comparaison avec le Superman d'avant 1800, c'est comme si on avait à notre disposition individuellement 200 Superman de force physique pour produire tout ce dont cette fois-ci, tout ce dont on a envie, parce qu'on verra tout à l'heure, mais on va très au-delà aujourd'hui, vous le savez bien, on va très au-delà aujourd'hui des besoins fondamentaux dans nos consommations de toutes sortes. Voilà, donc c'est juste ça pour illustrer le fait, la complexité de la transition, vous pouvez déjà commencer à la mesurer là, c'est un peu de la philosophie de bazar, mais il faut comprendre que voilà, quand on s'est habitué à ce niveau de puissance et de consommation, ce niveau, cette quantité d'esclaves énergétiques qui est à notre disposition, alors ça, 200, c'est un chiffre mondial. En France, c'est plutôt 400 ou 500. Aux États-Unis, plutôt 700 ou 800. Donc, le nombre d'esclaves énergétiques équivalent à la force physique d'avant 1800, c'est à peu près… Voilà, c'est comme si on vivait tous comme des princes avec 500 esclaves. Aujourd'hui, par rapport à ce qu'on consomme en moyenne, donc voilà, et il ne faut pas culpabiliser, c'est juste comme ça. Et donc, ça veut dire qu'on s'est quand même habitué, l'ensemble de la société s'est habitué à un niveau de transformation de la matière, de fabrication, de consommation des flux physiques, on comprend qu'on a affaire à une drogue dure. Et donc, la raison pour laquelle, par rapport au slide précédent, on passe d'objectifs de plus en plus ambitieux, jamais atteints, c'est le fait que voilà, on a beaucoup de mal à revenir là-dessus, à revenir sur ce confort et ces habitudes de consommation qui n'ont jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Il ne faut pas tout regretter. On est sorti de beaucoup de pauvreté, on a sorti de la pauvreté des milliards d'hommes, on s'est enrichi considérablement, la science a fait des progrès considérables aussi grâce au confort matériel, à l'électronique, à l'informatique, etc. Et voilà, donc le seul problème, c'est qu'on est maintenant habitué à un niveau de consommation d'énergie qui est tout à fait incroyable. Vous voyez, donc aujourd'hui, l'ensemble du fossile, c'est encore… Donc, 14 000 millions de tonnes équivalent pétrole consommées en 2019. 80% de ces quantités sont d'origine fossile. Le charbon, encore et toujours, et puis le pétrole et le gaz naturel. Et voilà, et donc toutes les chaînes industrielles du monde marchent encore très, très largement au fossile. On aura l'occasion peut-être d'en reparler. Et vous voyez que de façon intéressante, si je regarde ce graphe sur la droite, de la production d'énergie primaire depuis 1965 jusqu'à grosso modo aujourd'hui, en abscisse, et en ordonnée le PIB, le fameux PIB mondial, enfin le PIB qui est cette mesure universelle de la richesse et peut-être du bonheur de nos civilisations, mais bon, on voit bien que, je dis peut-être, c'est pas sûr, mais en tout cas, il y a une corrélation très forte entre la consommation d'énergie primaire globale dans le monde, qui, comme je le rappelle, est d'origine fossile, et puis le PIB. Donc, toute notre économie, ça c'est les économistes connaissent cette courbe, même s'ils ont du mal à l'accepter, mais notre économie, la croissance, la fameuse croissance économique, elle est intimement liée aujourd'hui à la ressource énergétique. Une autre démonstration du fait que toute l'économie est en fait une affaire d'énergie, que les soi-disant révolutions industrielles du XIXe siècle sont en fait des révolutions énergétiques.
bien avant des révolutions de l'intelligence et de l'ingénierie. Hein. C'est d'abord les moyens de transformer la matière qui ont transformé l'économie. Donc, une illustration de ça, c'est la consommation d'énergie primaire depuis justement 1800. Donc, vous voyez qu'on commence en 1800 avec essentiellement de la biomasse. Pendant les guerres napoléoniennes, les Anglais qui avaient brûlé tout leur bois découvrent qu'ils peuvent faire de la sidérurgie avec du charbon de terre. Ils commencent à l'extraire. Et à la fin des guerres napoléoniennes, ils produisent 5 fois plus d'acier que les Français, alors que à la fin du règne de Louis XVI, le leader de la sidérurgie en Europe, c'était la France. Voilà. Donc, c'est ce basculement-là, à ce moment-là, et la puissance de l'Angleterre pendant les guerres napoléoniennes, c'est d'abord sa puissance industrielle et sa capacité à fabriquer des armes qu'elle distribue à l'ensemble des pays d'Europe. Et les Autrichiens disent qu'ils gagnent la guerre grâce à l'acier britannique fabriqué avec du charbon de terre. Voilà. Donc ça, c'est le tout début de la découverte de la puissance de l'énergie fossile. Voilà. Et puis après, évidemment, les Anglais ont été les plus grands bénéficiaires de cette révolution énergétique liée au charbon, avec une ressource et une capacité à l'utiliser très forte. Alors, la ressource ne suffit pas, hein, parce que les Anglais, il y avait dans bien d'autres endroits du monde, il y avait beaucoup de charbon, et pour autant, il n'y a pas eu de révolution industrielle. Mais c'est une condition nécessaire. Hein. Et donc voilà, donc cette prééminence du charbon porte les Européens, notamment les Anglais, jusqu'en gros aux 2 guerres mondiales. À partir de ce moment-là, les Américains prennent le relais. Et d'abord, ils prennent le relais du point de vue de la puissance énergétique. Hein. Et la puissance énergétique, la puissance américaine, c'est d'abord et avant tout une superpuissance énergétique pétrolière. Le pétrole est d'abord extrait juste pour faire de l'huile, pour faire marcher des machines à vapeur qui marchent au charbon. Et puis on jette l'essence parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Et à un moment donné, ça explose, c'est une cochonnerie. Et au bout d'un moment, il y a des gars qui inventent un moyen de se servir de cette essence et d'en faire de s'en servir pour faire des moteurs à explosion. Donc c'est la naissance du moteur à combustion interne. Voilà. Et là, c'est la grande aventure du pétrole qui commence entre les 2 guerres. Et la superpuissance américaine liée au pétrole. Les États-Unis sont le premier producteur de pétrole pendant très longtemps. Voilà. Et donc, à partir des années 40, 60, on voit le pétrole qui prend le pas sur le charbon. Le charbon continue de croître un peu. Voilà. Oui. Et donc, c'est une période donc, d'explosion de la consommation de pétrole. Donc, vous voyez, ça nous emmène jusque dans les années 2000. Et vous voyez qu'en 2000, il y a à nouveau une nouvelle résurgence du charbon. Ça, vous savez ce que c'est peut-être, imaginez. Donc ça, c'est la Chine qui se met à exploiter son charbon. Et l'essentiel de la croissance, de la quantité d'énergie depuis 20 ans, c'est l'exploitation du charbon par la Chine et l'Inde essentiellement, ou importé d'Indonésie ou d'Australie. Voilà, donc tout n'est qu'énergie et les richesses des nations, leur croissance et leur puissance dépendent de leur capacité énergétique. En tout cas, c'est ce que nous dit ce graphe. Voilà. Et tout ça, à la fin, c'est essentiellement du fossile. Il y a un tout petit peu, vous voyez, dans le bilan en 2020, il y a un tout petit peu de nucléaire, d'hydraulique et de NR, mais c'est un tout petit peu. Voilà, donc les émissions de CO2 suivent le même rythme, puisque 80% des émissions donc sont dues à ces énergies fossiles que nous consommons au fur et à mesure que notre PIB croît. Voilà, donc on est en pleine COP de Glasgow, là, donc ça c'est une image de la COP de Paris, donc c'était il y a 6 ans. On avait promis plein de choses, on était très contents, on avait dit qu'on allait réduire les émissions, et puis pas du tout. Le seul moment où les émissions dans le monde se sont réduites,
C'était l'année dernière, pendant la crise du Covid. Là, on a fait nos 5% de baisse. Voilà. Mais on a fait nos 5%, mais c'était un peu à contre-cœur, on va dire. Et donc, s'il faut un Covid tous les ans pour résoudre le problème de la crise climatique, ce n'est pas formidable. Et en tout cas, l'idée, c'est que le mieux, ce serait de ne pas subir. Le mieux, ce serait de prévoir. Donc, en France, il y a, si on se ramène maintenant à l'échelle France, la répartition des émissions de CO2, alors on essaye de le faire par nature d'émissions. Donc, vous voyez qu'il y a une grande part dans les transports, les bâtiments, l'agriculture. Ça, ce sont les grands usages des émissions qui correspondent aux grands usages que nous avons. Se loger, se nourrir, se déplacer. Donc, pas de surprise. Les émissions, c'est d'abord nos consommations. Vous voyez, donc là, vous avez des proportions. Ce qui est intéressant aussi, c'est de noter que quand on fait le rapport entre les émissions et le commerce extérieur, eh bien, on s'aperçoit, vous voyez, que les émissions de la France, si on regarde juste les émissions, c'est 435 millions de tonnes par an, mais si on considère les émissions importées, on est à 720 millions de tonnes. C'est-à-dire qu'on peut se moquer des Chinois qui font des émissions très au-delà de ce qu'on fait avec leur charbon, mais comme nous, on leur achète leurs produits, de fait, c'est nous qui produisons, qui sommes responsables de ces émissions chinoises. Et donc, l'empreinte de la France est une empreinte très vertueuse, relativement vertueuse du point de vue des émissions émises sur le territoire national, mais quand on intègre, quand on comptabilise l'empreinte, il faut prendre en compte les produits, le carbone importé dans les produits d'importation. Donc ça, c'est un de nos problèmes en France, c'est de la consommation et fortement carbonée. Voilà, donc après, il y a quelques détails sur… voilà. Alors, donc, il faut savoir que du point de vue des entreprises, le problème est bien identifié, c'est-à-dire que ces enjeux de la décarbonation sont bien connus maintenant, notamment dans l'industrie française. Et il y a déjà des mouvements assez forts dans l'industrie qui sont la conséquence de ces transformations. Si on prend l'exemple de l'automobile, par exemple, notre industrie automobile vit actuellement une transformation extrêmement brutale de son modèle économique. Probablement un peu trop brutale et probablement que notre industrie, en tout cas nationale, n'a pas réagi à temps, n'a pas pris en compte suffisamment rapidement les conséquences de cette transformation. Pour dire les choses très clairement, le véhicule électrique à batterie a une empreinte carbone qui est très inférieure au véhicule thermique. Donc, tôt ou tard, il fallait s'attendre, c'est ça la transition, il fallait s'attendre, on ne savait pas exactement quand, exactement comment, il fallait s'attendre à une disruption de l'économie liée à ce bénéfice qu'apporte le véhicule électrique. Il est incontestable, il est manifeste, et on peut dire que d'une certaine manière, nos industriels, en tout cas dans ce domaine, ont un petit peu tardé à le comptabiliser, un petit peu tardé à le prendre en compte, un petit peu tardé à faire les changements dans leur business model. Ils vont le faire, mais voilà, ce ne sera pas sans casse. Voilà, donc dans les entreprises, il y a quand même maintenant, je prends cet exemple négatif, un peu négatif, mais il y en a plein d'autres très positifs. Le sujet est pris en compte et dans les calculs stratégiques des entreprises, nous, dans mon activité de conseil, c'est l'essentiel de mon activité, c'est de décrire à des industriels, à tous des grands groupes, ce que peut et doit être leur modèle économique dans un monde décarboné. Donc, il y a des pans entiers de l'activité qui sont plus pertinents dans ce monde décarboné parce que le produit est trop carboné par rapport à une alternative, et d'autres qui, au contraire, représentent des opportunités formidables. Donc, il s'agit pour l'entrepreneur, pour la grande entreprise, d'allouer ses ressources humaines et capitalistiques sur les départements qui vont connaître la meilleure pertinence dans les années qui viennent, au détriment d'autres activités qui sont impactées. Voilà. Alors, voilà une description très rapide des enjeux. Bon, j'espère que ça suscitera des questions.
juste en 5 minutes vous dire ce qu'on fait au Shift Project et introduire un sujet qu'on est en train de développer et éventuellement on pourra vous en dire plus. Au Shift Project, ça fait plusieurs années que donc c'est une association, la 1901, qui est financée par des grandes entreprises et qui depuis plus de 10 ans fait la promotion d'une économie décarbonée dans tous les domaines de la société, le politique, le grand public, les entreprises. Et donc, dans chacun des domaines, on essaye d'éclairer, on essaye d'influencer. Voilà. Et donc, au travers de rapports, au travers d'opérations de grand public, de communication, on essaye d'alerter sur les changements qui vont survenir du fait de la transition. Et alors, récemment, on a lancé un grand programme qui s'appelle, de façon très immodeste, le plan de transformation de l'économie française. On est allé militer depuis plusieurs années auprès des pouvoirs publics pour qu'il y ait une nouvelle forme de planification de la transition de l'économie. Et comme on n'arrivait pas tellement à obtenir gain de cause, on a décidé d'écrire nous-mêmes ce qu'on imaginait que pouvait être une économie décarbonée. Voilà. Et donc, on a lancé ce programme. C'est un ensemble de solutions extrêmement pratiques, moins carbonées, qui sont évaluées secteur par secteur, donc tous les grands secteurs de l'usage, les transports, le bâtiment, l'alimentation, les services, la santé, les pouvoirs publics, la culture, l'industrie de base, hein, les grandes industries. Et puis, tous ces chantiers sont analysés de sorte que ce qu'on recherche, c'est à chaque fois des transitions qui permettent des créations d'emplois. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, et en même temps, des propositions donc, qui permettent de réduire de 5% par an, dans les 5 ans qui viennent, les émissions de chaque secteur. Voilà, donc c'est un exercice à la fois sectoriel, hein, puisqu'on va analyser les choses secteur par secteur, mais en même temps, on produit un bouclage, on produit une synthèse sous la forme d'un bouclage sur la matière, sur les flux physiques, mais aussi sur les emplois. Hein. Donc, on s'intéresse à la ressource physique et à la ressource humaine pour produire ce plan de transformation. Donc, secteur par secteur, on fait le travail. Ce travail est fait par des ingénieurs du Shift, mais aussi, c'est très important, à chaque fois, il est fait en lien avec les gens qui savent, avec les gens dont c'est le métier. Et donc, on a un processus très long de validation de nos hypothèses et de création de plans de transformation secteur par secteur. Donc, on a travaillé avec des gens de l'administration pour décarboner le secteur de l'administration publique, on a travaillé avec des gens de la culture, on a travaillé évidemment avec des professionnels du bâtiment, et à chaque fois, on va publier un certain nombre de recommandations qui sont frappées au coin du bon sens parce qu'elles sont établies avec des gens des secteurs. C'est ça qui est important. Et voilà, donc on est en train de publier nos 15 rapports. Si ça vous intéresse, et s'il y a des secteurs qui vous intéressent, vous pouvez, je vous invite à aller voir chacun de ces rapports pour les secteurs que vous connaissez et voir ce que ça veut dire pour vous, la décarbonation, dans un secteur que vous connaîtriez. Je pense que c'est ça qui est intéressant. Voilà, donc par exemple, pour vous donner quelques exemples, je ne peux pas tous les passer, mais sur la mobilité quotidienne, il y a évidemment une transformation énorme à prévoir. Je reviens sur ce sujet de l'automobile parce qu'il est un peu connu. Mais la transition de la mobilité quotidienne, qui est à 65% des déplacements en voiture et qui représente 83% des kilomètres qui sont faits en mobilité quotidienne, elle va se faire, la décarbonation va se faire avec une transformation assez radicale de la façon dont on se déplace quotidiennement. La marche, le vélo et surtout la micromobilité. La mini-voiture. La mini-voiture électrique, la mini-voiture électrique, elle est 10 fois moins carbonée que la voiture traditionnelle. Donc là, l'équation, alors qu'elle rend un service équivalent à la voiture, pour, je dirais, 95% de l'usage de la voiture, elle rend le même service. Ce qui veut dire que si on a une solution aussi évidente pour la mobilité quotidienne, ça va provoquer, de fait, et c'est en train de provoquer une éviction de la voiture telle qu'elle est, telle qu'on la connaît. Donc, la voiture à 2 tonnes, qui certes est capable d'aller à Saint-Gervais à Noël et en Bretagne l'été, cette voiture-là, de fait, elle est un peu condamnée parce que
ses spécifications pour la longue distance ne représentent que 5% de l'usage. Donc, dans une transformation, elle est tellement moins efficace que la petite voiture électrique qu'elle va disparaître. C'est ça la planification. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord, mais si on veut se projeter dans une décarbonation de l'économie, on regarde les flux physiques et on se dit, la voiture qu'il nous faut pour la mobilité quotidienne, c'est une petite voiture à 400 kg. Et puis, pour aller à Saint-Gervais et en Bretagne, j'irai autrement. Je prendrai le train, puis j'aurai une petite voiture là-bas. C'est ça qui va se passer. C'est ça la transition. Voilà. Donc, et on tire le fil sur la mobilité longue distance. Évidemment que le train va prendre le pas sur l'avion. Évidemment que la mobilité aérienne, on ne peut pas s'en passer pour la longue distance et on ne peut pas s'en passer pour la découverte, mais on va devoir s'en passer pour tout un tas d'usages récurrents. Et donc là, on propose très clairement de réduire le nombre de slots de décollage tous les ans de 5%. Voilà. Méthode classique de réduction, de cantonnement. On autorise autant d'atterrissage qu'on veut, mais voilà, donc on est assez directif sur ce qu'il faut faire et l'industrie automobile. Donc voilà, on va prendre secteur après secteur, je ne vais pas tous les passer là, mais on va prendre secteur après secteur, dire c'est quoi qu'il faut faire pour réduire de 5% l'empreinte dans les 5 ans qui viennent. On va le faire avec des gens de l'industrie, avec des gens qui connaissent, sans renoncer à rien de ce qui est fondamental pour notre vie, de notre confort minimum, de notre santé, de l'éducation, auquel on est habitué, mais effectivement en faisant un peu de sobriété un peu partout. Et c'est faisable absolument dans tous les secteurs, moyennant un certain nombre de choix, de renoncements, certes, tels que je vous en décris bien tout à l'heure pour la mobilité, mais qui sont tous faisables. Il n'y a pas dans ce plan de transformation de l'économie française de pari technologique. On ne se base que sur des choses qui existent. Voilà. Et puis alors, juste pour finir, sur l'emploi, c'est très important. Le plan de transformation de l'économie française, comme tous les plans de transformation, c'est une affaire de connaissance et de savoir-faire. Il n'y a pas de transformation possible sans que les gens aient compris ce vers où ils allaient et sans qu'ils se projettent dans quelque chose. Et notamment, ce qui est très important, c'est que les gens se trouvent une raison d'être dans une économie décarbonée, donc un emploi. Je vous annonce une très bonne nouvelle, on va vers le plein emploi. La réduction de la quantité d'énergie disponible pour alimenter toutes nos machines, c'est quand même l'un dans l'autre une forme de baisse de la productivité. Et donc, il n'y a aucun problème dans un plan de transformation de l'économie française pour assurer le plein emploi. Et de fait, il y a certes des secteurs dans notre plan qui voient leurs effectifs diminuer. Je parlais de l'industrie automobile tout à l'heure. Il faut 10 heures pour assembler une voiture électrique, il en faut 40 pour assembler une voiture thermique. La messe est dite, il y aura moins de monde pour fabriquer des voitures. Une voiture électrique, ça a un énorme défaut, ça ne tombe jamais en panne. Donc, il n'y a pas besoin de garage. Donc, il y a des coupes extrêmement sévères à attendre dans cette industrie. Bon, en contrepartie de quoi, il y a beaucoup plus de gens dont on aura besoin dans l'agriculture. Donc, on propose de revenir on planifie, on envisage une augmentation des gens qui travaillent dans l'agriculture, des agriculteurs, assez significative dans les 15 ans qui viennent, à peu près du même ordre que la baisse qu'on a connue dans les 15 dernières années. On reviendrait à un étiage, voilà. Donc, tout ça pour dire que, voilà, donc en termes d'emploi, le plan de transformation de l'économie française, il boucle aussi, et il propose un emploi à tout le monde, qui sera forcément bien payé, puisque, comme il y aura une raréfaction de l'emploi, l'équilibre se fera en faveur des gens compétents. Voilà en quelques mots, à la fois dans une première partie, quelques éléments sur le changement climatique, et puis en overview, mais un peu en avant-première, ce qu'on est en train de publier dans le plan de transformation de l'économie française, qui fera l'objet d'un livre qui sera publié en début d'année prochaine, et de travaux qui vont continuer et qui vont continuer de publier. Merci. Voilà ce que... Pour commencer. Voilà, Monsieur Morel, merci beaucoup pour votre présentation très, très riche, très complète. Moi, j'ai plein de questions. Je vais les garder pour moi parce qu'on a un public qui aura les siennes. Mais quand même, j'aimerais
souligner ce travail du shift sur lequel vous avez conclu. Et puis cette bonne nouvelle qu'il y aura du travail pour tout le monde. C'est une question qu'on se pose quand même. On voit les pans de l'économie qui vont devoir tomber, disparaître ou ralentir. Mais cette équation, moins d'énergie disponible, donc plus de travail. Ça, je trouve que c'est quand même une des phrases clés de la soirée. Maintenant, nous allons donc nous répartir en groupes. Vous allez vous tourner vers vos voisins pour faire des petits groupes de 2 ou 3, on va dire, dans la salle. Et puis, pour ceux qui sont en webinaire à distance, ça sera automatiquement pour vous. On va se donner 10 minutes pour que vous puissiez vous dire les uns aux autres la chose qui vous a touché, qui vous a frappé, la question que vous vous posez, parce que cette interaction entre nous fait qu'on devient plus actif dans une soirée qui nous fait réfléchir. Et puis, de vos échanges, éventuellement, ça permettra d'alimenter ensuite un retour tous ensemble autour de M. Morel pour lui poser des questions, pour compléter un point de vue d'une expérience qui est la vôtre, de façon à ce qu'on puisse terminer la soirée avec un échange collectif. C'est un peu ce que nous souhaitons. Alors, je me tourne vers les techniciens. Pendant que vous vous occupez de cela à distance, je vous invite à vous tourner vers vos voisins, éventuellement à déplacer un peu votre chaise ou pour faire vos trinômes. Et dans 10 minutes, on se remettra tous ensemble. Mais maintenant, je me tourne vers la salle et je guette la première personne qui aimerait poser une question. Alors, au premier rang. Alors, bonsoir. Moi, j'ai du mal à voir. Vous aviez parlé qu'il fallait que tout le monde s'y mette et que s'il y en avait un maillon faible, eh ben, ça bloquait un peu tout le système. Mais j'ai du mal à voir est-ce que quelqu'un doit commencer ou quels seraient les secteurs ou les niveaux auxquels il faudrait absolument que ça commence en tentant d'entraîner, pour entraîner, faire boule de neige ou je ne sais pas. En tout cas, il faut faire système. C'est la raison pour laquelle on propose une planification. C'est parce que précisément, si je prends l'exemple de la mobilité courte distance, j'évoquais tout à l'heure une mobilité décarbonée qui serait à base de plus petits véhicules électriques, par exemple, et qui évacuerait le véhicule traditionnel. Ça ne fonctionne que si, au bout du TGV, pour aller à l'endroit où vous avez l'habitude d'aller avec une voiture thermique, mais il y a un autre système de petites voitures qui peut vous transporter par local. Donc, c'est bien qu'il y ait une transformation du système pour vous permettre, à vous, de faire ces choix. Il faut que l'industrie se soit convertie. Pour que l'industrie se soit convertie à ces nouveaux modes, donc, et abandonner ces usines pour fabriquer des voitures thermiques et fabrique des petites voitures électriques, il faut qu'elle ait la certitude que le marché sera là. Sinon, on ne peut pas abandonner des pans entiers de l'industrie et les salariés qui vont avec. Il y a des usines aujourd'hui en France où il y a 3500 personnes qui font que des boîtes de vitesse. Que des boîtes de vitesse. Dans 2 ans, ces gens-là, ils sont tous dehors. Je ne sais pas bien si c'est planifié. Je ne l'ai pas. Donc, vous voyez que c'est une affaire de système. Donc, si ce n'est pas planifié, si ce n'est pas organisé, ça ne marchera pas. Donc, les rouages dont je parlais tout à l'heure, ils ne se mettent en marche que si, alors qu'ils ont des prismes différents, chacun dans leur domaine, ils ne voient pas une direction commune. S'il y a une direction commune, un plan d'action, tout le monde va se caler, les consommateurs dans leurs choix, les financiers dans leurs investissements, les industriels dans leurs choix d'investissement industriel, pour que ça se passe comme ça, parce que c'est quelque chose qui fait sens et qui doit organiser la société. C'est une planification. Question naïve, mais alors qui met en place le système qui planifie? Que vous donnez c'est la société. des voix, oui. Alors, vous allez dire c'est le politique, mais le politique, il va faire ce que les citoyens demandent. C'est comme ça que ça marche. Je suis leur chef, donc je les suis. On tourne en rond. Oui, mais enfin, voilà, donc on tourne en rond, mais en tout cas, nous, on propose une solution qui est la planification. La planification, ça a marché, ça a très bien marché en France pendant les 30 Glorieuses. Ça a été une des qualités, et ça a été... Voilà, donc on est en état d'une forme de guerre, donc il faut planifier. Voilà, c'est ce qu'on propose. Le commissariat au plan. Oui, c'était le commissariat au plan, enfin, qui s'appelle aujourd'hui France Stratégie, et le vestige
de ce qu'était le commissariat au plan autrefois, mais qui n'a pas du tout aujourd'hui le même impact. Voilà, donc, nous ne sommes pas des politiques, ce sont des gens tout à fait respectables et qui font un travail formidable. Nous, on leur propose des idées. Voilà. Et moi, si je peux ajouter un mot quand même, je trouve que dans le Shift Project, comme vous travaillez avec les gens qui sont dans la branche sur laquelle vous cherchez des solutions, c'est déjà une sorte de partenariat. Si les politiques ou les leaders économiques s'accrochent à ça, on est dans un partenariat. La question, c'est est-ce que ce partenariat, vous sentez qu'il va avoir lieu? Alors, le PTEF, on passe beaucoup de temps à l'expliquer à des politiques. Ils sont quand même tous à la recherche de contenu. Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'ils viennent nous voir et on leur explique, quand même, ils écoutent. Ils écoutent, voilà. Parce qu'ils voilà, donc, ça peut. Mais ça ne suffira pas. Il faut aussi que les citoyens aient envie de ça. Vous voyez, ce qui s'est passé avec la Convention citoyenne pour le climat, c'était une initiative intéressante sur le principe, mais qui était vouée à l'échec parce qu'on avait 6 week-ends, on avait pris 100 personnes, ils n'avaient pas eu le temps de se former, et donc il fallait qu'ils sortent des solutions de bon sens sur des sujets qui ne le permettent pas. Chacun de ces sujets est extrêmement compliqué. Donc, il faut faire un travail de fond dans chaque domaine. Donc, le plan de transformation de l'économie française, il a vocation à être une convention citoyenne documentée, qui fonctionnerait, et où on vérifie les bouclages énergétiques, matière, emploi. Et donc ça fait planification, ça fait système. Merci. Une petite question justement pour comment rendre désirable cette évolution à l'échelle individuelle. Parce que pendant les 30 Glorieuses, il y avait quand même l'idée que chacun allait avoir une machine à laver, etc. C'était immédiatement désirable sur l'évolution de la qualité de vie. Là, c'est quand même du renoncement, de la sobriété. On peut voir l'intérêt de tout ça, mais comment, quel narratif pour le rendre désirable? Alors là, il faudrait, je reviendrai, parce que c'est un sujet sur lequel on travaille énormément, mais c'est absolument passionnant, mais il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, et pas que du rêve, il y a beaucoup de choses intéressantes. Mais disons qu'à l'échelle du PTEF, il y a déjà un élément, si je prends juste cet exemple-là, ce qui est avant tout désirable pour les gens, c'est qu'ils aient une raison d'être pour eux-mêmes et pour leurs enfants dans le futur qui se dessine. Moi, ça me paraît. Alors la machine, mais ça me paraît beaucoup plus important de savoir quel va être mon niveau de connaissance, d'expertise, de connaissance pour être quelqu'un dans ce monde décarboné, pour être pertinent dans ce monde décarboné, pour savoir faire quelque chose qui correspond à ce monde décarboné, et donc avoir mon utilité sociale dans ce qui va se passer, plutôt que de savoir si je vais avoir un SUV qui fait 2,5 tonnes plutôt qu'une petite voiture qui fait 400 kilos. Je pense quand même que le désir, voilà, on n'est pas comment dirais-je, le désir, c'est pas que l'iPhone 13, la grosse voiture, l'aller-retour tous les 15 jours à Ibiza, etc. Oui, d'accord. Mais oui, ça, c'est un vaste sujet. Mais dans le désir, il peut se trouver ailleurs, c'est sûr. Et en tout cas, il se trouve d'abord et avant tout dans qui vais-je être dans ce monde-là, qui vont être mes enfants. Et donc, c'est pour ça que l'emploi est au cœur. L'emploi, c'est le savoir-faire, la raison d'être des gens dans le monde qui vient. Nous, on a fait un travail, par exemple, avec l'administration publique sur la décarbonation. On a eu des trésors d'invention par les gens du secteur public qui disaient, mais nous, on va devenir les vecteurs de cette transformation. Plutôt que d'être là, on ne sait pas bien à quoi on sert, etc. Voilà, la raison d'être de l'administration publique, c'est d'accompagner le pays dans la transformation. Ils sont venus comme... Donc, et c'est intéressant. Hein, donc, ça, c'est du désir, quand même. Positif. Et moi, je voudrais poser une autre question. C'est au niveau de la gouvernance politique. Il me semble que la philosophie de la construction de l'Union européenne est exactement à l'opposé, disons, d'une planification. Et c'est la concurrence, libre et non faussée, comme on dit. Et donc, je ne vois pas comment, en fait, cette grande direction de l'Union européenne peut absorber cette idée de planification. Alors, la question que je poserai d'ailleurs, c'est est-ce que dans ce projet, il y a, disons, deux autres réflexions qui sont justement le consommateur, comme on vient de le dire, et puis, disons, une analyse, disons, de la transformation politique.
sinon, l'Union européenne n'absorbera pas cette planification. Et c'est bien au niveau de l'Union européenne que ça va se passer aussi. Je ne parle pas au niveau mondial. Je ne sais pas si je peux répondre à toutes les questions que vous posez, parce que c'est très large, mais disons que pour ce qui est de la politique, notre expérience, c'est que ça se joue à tous les niveaux. Ça se joue au niveau du maire, ça se joue au plan local. Il y a déjà des choses qu'on peut faire au plan local. C'est marginal. Oui, fini. Je vous laisse finir. Ça se joue au plan national. Et non, je ne vous rejoins pas sur l'aspect européen. La plateforme bruxelloise, pour ce qui est de la fabrication des lois, fabrique des lois qui sont très pertinentes sur le sujet du climat. Voilà, c'est mon expérience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la qualité, la pertinence des lois qui sont produites, je vous donne mon avis, la qualité des lois produites sur les sujets de la décarbonation est de très grande qualité. Donc, au moins du point de vue de la qualité et de la pertinence de la loi produite et des règlements, pour l'instant, on a une très grande qualité des lois et règlements européens, des directives et des deux. Alors, sur le chat, il y a plusieurs questions autour du changement de mentalité. Je vais les regrouper. Comment allez-vous opérer la transformation culturelle pour davantage de sobriété? C'est-à-dire comment les personnes vont accepter de ne plus bénéficier des 5% de confort de leur voiture, par exemple. Voilà, comment accompagner ce changement culturel? Avec ça, une question autour de comment occuper davantage la scène médiatique quand on voit la dépendance des médias à la publicité. Et une question qui, je trouve, est liée à ça aussi. Est-ce que vous observez une prise de conscience qui se diffuse particulièrement en ce moment ou pas? Est-ce qu'on est dans une étape où ça y est, on commence à avoir une prise de conscience, selon vous, ou pas spécialement? Alors, sur certaines questions, oui, il y avait un an et demi, qui avait commencé un tout petit peu avant la crise Covid et qui a été exacerbé par cet épisode malheureux, parce qu'à ce moment-là, les gens, alors ce n'est pas directement lié, mais les gens ont pris conscience que voilà, l'humanité n'était pas seule sur Terre et qu'elle était dépendante d'un écosystème. Donc ça a quand même énormément résonné avec les préoccupations qui existaient sur le fait que voilà, il fallait qu'on tienne compte de notre environnement et donc de la ressource, donc de la planète, sans quoi notre existence en tant qu'humanité était compromise. Donc oui, je pense qu'il y a une augmentation de la préoccupation des gens. Alors, avec deux conséquences pour l'instant, une augmentation de l'anxiété quand même, donc ça c'est pas très bon, on parle des conséquences négatives, et puis un certain foisonnement aussi de fausses bonnes idées. Voilà, mais ça c'est un peu inévitable. Voilà, donc il faut qu'on surfe là-dedans et qu'on essaye de tirer le bon de cette prise de conscience en guidant les gens, encore une fois, par la connaissance, par les ordres de grandeur, par les choses raisonnables, pour converger vers des solutions positives. Sur le désir de changement, enfin sur le désir d'un autre monde, oui, c'est un énorme chantier. Je dirais que, alors on y travaille. Moi, en tout cas, j'y travaille beaucoup, mais ce n'est pas l'objet de ce qu'on fait là aujourd'hui. Peut-être on va en reparler dans un autre cercle. Ça nécessiterait un exposé, une extenso. Voilà, c'est un sujet au moins aussi compliqué que le problème physique qu'on évoquait. Le seul point d'attache que je rappelle dans le cadre du PTEF et auquel on a beaucoup tenu, c'est cet aspect emploi, cet aspect raison d'être des gens et projection personnelle dans l'avenir décarboné, qui est quand même assez fondamental, on l'a constaté, et qui a suscité, avec tous les centaines de gens avec lesquels on a travaillé dans le PTEF, un énorme engouement. Quand on a travaillé avec l'industrie aérienne, par exemple, enfin l'industrie de l'aérien, on a sorti des recommandations un peu sécos on s'est fait tancer par les patrons de l'industrie, tous en randonnion, qui sont venus nous expliquer qu'on avait tort, mais on a eu un vent de soutien incroyable de tous les jeunes ingénieurs de la profession qui disent mais oui, nous, l'aérien, on y tient, on aime notre industrie, et ce que vous dites, ça nous parle. C'est comme ça qu'on veut notre industrie dans les 20 ans qui viennent. On ne veut pas d'un discours
qui masque les vrais problèmes, on veut l'affronter. Donc, voilà, très intéressant. Il y a un énorme désir de changement basé sur la connaissance. Donc ça, c'est très positif. Le sujet de la publicité, je pourrais vous en parler, mais c'est un peu long, mais c'est absolument passionnant. Voilà, mais ce serait un autre registre. J'ai peur que ce soir. Moi, j'aimerais juste dire à propos de la proposition sur l'aéronautique que vous venez de mentionner, ayant lu votre rapport, avant, on voulait faire voyager les gens plus longtemps, plus vite, plus loin, dans les meilleures conditions. Maintenant, l'objectif serait comment on fait voyager les gens pour le moins de carbone possible. Donc, en acceptant des contraintes qui font que ce soit moins confortable, moins rapide, faire changer d'avion plusieurs fois. Mais j'ai senti à travers votre rapport la passion de ces jeunes ingénieurs qui disaient notre vocation, c'est de maintenir l'aéronautique, mais en tenant compte de ce nouveau facteur. Donc, votre idée de désir, quelque chose qui est désirable, si on trouve du sens à se dire on va réinventer une société basée sur moins de carbone, dans tous les domaines où on est chacun, ça devient passionnant. On se met à chercher, on a des idées, on voit comment on va les mettre en œuvre. Il y a encore quelques questions. Une question très concrète. Est-ce que quand vous comparez l'empreinte carbone des véhicules électriques aux véhicules thermiques, est-ce que vous prenez en compte la construction des batteries? C'est un vaste sujet. La réponse est oui. Voilà, la réponse est oui. Et je rassure tout le monde, le lithium est un métal extrêmement léger, totalement, qui n'a aucune espèce de contre-indication. On mange éventuellement, donc il n'y a pas de problème. Il est évidemment recyclable. Voilà, et les chaînes de recyclabilité sont très faciles. Et il est infiniment disponible. Alors, il y a vraiment zéro problème sur les matériaux qui rentrent dans la composition des batteries. Et alors, encore une question autour de comment est-ce que vous planifiez les évolutions dans la qualification de la main-d'œuvre. C'est-à-dire qu'on a vu des changements de type d'activité professionnelle et notamment dans l'augmentation importante des agriculteurs. Alors, oui, je ne peux pas vous répondre spécifiquement sur le monde agricole, mais de façon générale, le plan de transformation de l'économie française, c'est un plan de transformation des compétences et des emplois. C'est fondamental. Je le dis depuis le début, c'est beaucoup plus important que tout le reste. Et donc, dans une planification, oui, il y a une réflexion générale sur la nature, la répartition des formations qu'on veut dispenser aux jeunes qui rentrent dans la vie active. Je parlais du moteur thermique aujourd'hui. Enfin, tout le monde sait que c'est terminé. Tout le monde sait que c'est terminé, le moteur thermique. Et il y a encore, il y a encore des formations de BTS mécaniques qui a levé le doigt dans l'éducation nationale pour dire on n'arrête personne. Donc, parce qu'il n'y a pas de planification, parce que ça n'est une obligation pour personne d'agir. S'il y a une planification qui dit dans 10 ans c'est terminé, ben, ça s'impose à tout le monde, y compris à l'inspecteur de l'éducation nationale qui regarde dans ses listes et qui dit mais ça faut arrêter. Il faut orienter les jeunes sur autre chose. Là, on est dans des responsabilités fortes maintenant qui sont pour tous les acteurs. C'est-à-dire que quand on sait, on devient responsable. Pendant, je suis un petit peu plus direct. Mais moi, ça me scandalise un peu, pour tout dire. Voilà. Il n'y a pas de commissariat au plan. Alors, il n'y en a plus. Les gens qui sont à France Stratégie. Oui. Bon, je ne sais pas combien il y a de personnes, mais ce n'est pas comparable avec ce qu'il y avait au commissariat au plan il y a 20 ans. C'est bien ce qu'on dit. Les derniers, c'était, je ne sais pas, Jean-Baptiste de Foucault. Oui. Très bien, ils sont. Bon, bref. Donc, il ne semble pas qu'il y ait une volonté politique. Parce que le travail que vous faites, finalement, il faudrait, je ne vais pas vous transformer, mais il faudrait l'institutionnaliser, votre boulot. Bon. Alors, je ne sens pas de la part des partis politiques, enfin, ce qu'il en reste, une volonté terrible. Hein. Ben, je crois qu'il vous reste à fonder un parti. On est en train de faire de la politique. On est en train de faire de la politique. Là, on est en train de se dire de quoi on a besoin. On a besoin d'un plan. Voilà, c'est ce qu'on dit nous. On est que 50 personnes. Voilà. Vous qui allez voir des responsables, est-ce que vous sentez une volonté justement de
pas de rétablir le commissariat au plan parce qu'il faut au moins changer de nom. C'est-à-dire sur le plan psychologique, il faut changer de nom. On a déjà changé de nom, ça s'appelle France Stratégie. Oui, d'accord, mais c'est pas suffisant. Ah non, mais c'est très sympathique. On est allé voir M. Bérou dans son bureau. Oui. Voilà, donc il nous a reçus très gentiment. Voilà, mais donc il est d'accord avec notre position, mais lui, il est que l'expression d'une volonté politique. Donc les moyens dont il dispose, c'est pas lui qui les décide. C'est les politiques et les politiques qui vont décider ce que les citoyens souhaitent. Donc là, il y a des élections présidentielles qui arrivent. Nous, on présente notre plan de transformation de l'économie française. On a 10 000 shifters qui nous soutiennent et qui vont rencontrer tous les candidats et les gens qui distribuent des biens en disant on veut une planification. Voilà. Donc ça c'est nous on dit c'est important. Il faut qu'on ait une planification dans ce pays. Vous l'appelez comme vous voulez. Vous l'appelez commissariat au plan, vous l'appelez France Stratégie, vous appelez plan décarbonation de l'économie française, vous appelez ça plan de l'avenir du pays, ce que vous voulez, mais il faut une planification. Voilà. Donc on est d'accord. Bon, et puis juste une dernière remarque pour l'électricité. Vous avez pas expliqué, vous avez expliqué beaucoup d'électricité parce qu'il n'y a pas de miracle. Hein. L'énergie vient des fossiles, il faut la remplacer par l'électricité. Mais est-ce que vous avez bien étudié, il y a quelques rapports RTE oui. que je n'ai pas lu. Qui est pas mal. Mais est-ce qu'il explique bien les possibilités de l'électricité? Parce qu'il y a en ce moment maintenant les réacteurs nucléaires reviennent à la mode depuis quelque temps. Depuis 15 jours. Depuis déjà quelques années pour certains. Mais est-ce que tout ça c'est bien planifié ou est-ce qu'on dit on verra bien? Alors vous avez raison de citer le rapport, enfin sur la partie énergie, vous avez raison de citer le rapport RTE. C'est très compliqué l'énergie parce qu'il y a les sources d'énergie, il y a le réseau qui va avec, il y a les modes de consommation, tout ça est interdépendant. Et il y a en France un organisme qui distribue l'électricité, qui est une merveille de technique et de savoir-faire, qui s'appelle RTE, qui est le réseau de distribution français. Un très bel héritage technique et industriel français et qui publie des rapports sur la nature de l'électricité dans les années à venir. Et donc, il a fait 6 scénarios dans son dernier rapport où il explique que selon les mix énergétiques, ENR, nucléaire, ce qu'il propose comme solution. Donc, c'est une bonne base de réflexion sur un sujet qui est très technique, qui pourrait faire l'objet d'un de vos travaux. Mais c'est un des paramètres de la transformation, et vous avez raison de le dire, décarboner les usages, c'est convertir, c'est augmenter les besoins électriques, puisqu'il y a une bonne partie des usages qui passent à l'électrification. On a parlé de la mobilité beaucoup, le chauffage des bâtiments, c'est de la pompe à chaleur, c'est électrique. La chimie, on va convertir la chimie du carbone en chimie d'hydrogène, et pour faire de l'hydrogène vert, il faut de l'électrolyse, donc il faut l'électricité, il n'y a pas de secret. Donc effectivement, dans tous les domaines, le vecteur électrique est central. Encore une fois, en France, on a des savoir-faire exceptionnels en matière de fabrication d'électricité et de gestion des réseaux, et on a tout pour faire. Il faut une bonne planif. Oui, j'avais une question sur le mot décroissance qui revient fréquemment sur le plan politique. Donc, si je mettais en parallèle la courbe de la croissance de la population et la courbe de la croissance des énergies, j'aurais le même schéma. Les courbes sont absolument parallèles d'un point de vue historique. Donc, je me dis, si vous dites on arrête un certain nombre d'énergie, peut-être que cette courbe de population va baisser, mais c'est purement statistique. Simplement, bon, c'est quand même une question de fond. Je dirais, quand la Chine est extrêmement pauvre, il y avait une limitation à une personne, un enfant par couple. Maintenant qu'elle est dans une situation meilleure, le pouvoir politique décide que, parce que les gens ont envie de plus d'enfants, d'avoir 2 enfants par couple. Donc, est-ce que tout ça est-ce que tout ça est assez cohérent? Est-ce qu'on ne va pas quand même arriver à un certain moment à des politiques natalistes extrêmement sévères dans tous les pays? Alors, il y avait un film dans les années 70 qui s'appelle Soleil vert. Comme on n'arrive pas à résoudre le problème du réchauffement climatique, on se met à tuer les gens pour résoudre le problème. Vous avez raison. Mais donc, on va essayer de trouver autre chose quand même. Voilà. Donc, bon, en tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que, en fait, ce sont des temps, la population, ce sont des tendances extrêmement longues
est rémanente. C'est-à-dire qu'on... Et sur l'échelle de temps qui nous intéresse, c'est un peu pour me défausser de la question. Mais quand même, ça, de fait, on n'y peut strictement rien. C'est-à-dire qu'en fait, on a une croissance de la population qui est embarquée pour les 30 années qui viennent. Ça, tous les démographes le savent très bien. Il n'y a aucune action prenable aujourd'hui qui peut changer cette courbe. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va être 9 milliards dans 20 ans. C'est comme ça. Et donc, quoi qu'on fasse, même si on arrête de faire des enfants ici et maintenant, donc parce qu'on n'y arrivera pas en 5 minutes. Donc, nous, on raisonne, on s'affranchit, nous, à l'échelle de ce qui est notre problème, c'est-à-dire de trouver des solutions dans les 15-20 ans qui viennent, parce que c'est ça qui va être central. On s'affranchit de cette réflexion qui nous dépasse, pour être honnête. Voilà. Mais là, c'est vraiment une réflexion très philosophique et qui est, d'un point de vue pratico-pratique, qui n'a pas d'influence sur l'équation CO2 dans les 20-30 ans qui viennent. Je vous remercie. Comme on a débordé de l'heure qu'on s'était donnée, on avait commencé un peu en retard, alors on s'est donné un peu de marge. Moi, j'aimerais donc juste dire une phrase que vous avez dit il y a 5 minutes. Finalement, les politiques décident ce que les citoyens veulent. Ça, je trouve que c'est quand même la phrase avec laquelle j'aimerais qu'on reparte ce soir, parce que finalement, voilà, la balle est dans notre camp et on a un rôle à jouer et je crois que c'est ça qui est important. Mais peut-être que vous aimeriez avoir une phrase de conclusion et on terminera notre soirée. Non, mais vous l'avez faite. Je pense que, encore une fois, les politiques qu'on fréquente énormément sont des gens qui mettent en œuvre la préférence collective. Donc voilà, il faut vraiment que les gens aient envie de cette transformation pour que les politiques la mettent en œuvre. Sans quoi ils... Je vous remercie infiniment. Je vous rappelle, on a mis une corbeille près de la table à la sortie pour ceux qui n'ont pas mis le logo en s'inscrivant sur Internet pour la soirée. On a quand même des frais de chauffage ici, de publicité, donc on est content d'avoir une participation. Et puis je vous donne rendez-vous, on vous informera par Internet et par d'autres biais sur la prochaine conférence en décembre. On est en train de construire un cycle. Ça serait normalement le 9 décembre, mais on a encore besoin de l'accord des orateurs, donc c'est en construction. On vous tiendra au courant. Ce sera en principe chaque mois, chaque deuxième jeudi du mois, c'est ce qu'on vise. Là, on avait changé parce que vous n'étiez pas demain. Mais c'est comme ça qu'on aimerait une régularité, mois après mois, jusqu'au mois d'avril. Bonne fin de soirée, bon retour chez vous et merci de votre participation.